20 minutes de présentation, c'est ça hein, Oui. je crois. Et ensuite, on est une heure en tout. À peine. Ok. Mais c'est du cinéma. Ok. Donc, bonjour à tous. Avant de commencer, je tiens à remercier les membres du jury d'être parmi nous aujourd'hui. Permettez-moi de vous présenter mon travail de recherche qui a duré 5 mois au sein du laboratoire L3I et qui a pour thème extraction d'éléments graphiques pour la modélisation du plan relief de Verdun. Donc avant de vous présenter le plan, je vais introduire le contexte du projet pour illustrer l'intérêt de mon travail. Donc le sujet s'intègre dans des travaux collaboratifs qui ont récemment démarré entre le laboratoire L3I et le centre de recherche sur l'architecture et l'ingénierie de Nancy et qui portent sur l'analyse des documents graphiques anciens. Donc, les chercheurs du CRAI travaillent actuellement sur un projet intitulé « Modélisation paramétrique des plans en relief » auquel est associé mon sujet de stage. Donc, ce projet a pour objectif de valoriser et conserver les plans reliefs à travers la reconstruction d'un modèle 3D numérique de ces plans reliefs. Donc, mon sujet de stage il va s'intéresser au plan relief de la ville de Verdun. Donc, le point de départ va être les documents préparatoires qui ont servi à la réalisation de ce plan relief. Donc, ces documents regroupent les plans de vue au sol avec des élévations. Donc, actuellement, les chercheurs du CRAI, donc la phase d'assemblage 3D des bâtiments se fait d'une façon semi-automatique. La sélection des lignes au niveau des plans au sol et des élévations, ainsi que leur mise en relation, se fait d'une façon manuelle pour générer une vue 3D automatique par la suite. Donc la phase de traçage des lignes prend énormément de temps avec le nombre important des lignes à sélectionner dans les images et avec le nombre important des images à traiter. De ce fait, donc, une automatisation de cette phase s'avère nécessaire à travers la vectorisation de ces images, ce qui fut l'objet de mon stage. Donc, je vous ai présenté le contexte du projet. Je vais passer à l'état de l'art. J'enchaîne par la suite par expliquer l'approche qu'on a adoptée. Je montre par la suite quelques résultats à évaluation et je termine par la conclusion et les perspectives. Donc, on va commencer par l'état de l'art. Donc, avant tout, on va définir les étapes d'un système de vectorisation qui est avant tout un système d'analyse de documents et qui comprend essentiellement 3 étapes. Une étape pré-traitement, vectorisation et la dernière étape de post-traitement. L'étape de pré-traitement consiste à préparer l'image à la phase de vectorisation. Cette étape, les pré-traitements à employer dépendent de la qualité d'image en entrée. L'étape de vectorisation consiste à transformer l'image d'une forme pixelisée vers une forme composée d'objets géométriques individuels. Chacun est caractérisé par un ensemble d'attributs tels que sa position, longueur, largeur. La phase de post-traitement, c'est une phase d'amélioration de la représentation vectorielle obtenue lors de la phase de vectorisation. Donc, elle comprend un ensemble d'opérations, fusion, suppression de vecteurs obtenus, ainsi que quelques opérations de reconnaissance d'éléments graphiques. Donc, on va se focaliser sur le processus de vectorisation. On va voir les étapes de ce processus. Donc, il comprend essentiellement deux étapes. Donc, à partir d'une image en entrée, la première étape consiste à retrouver les lignes dans cette image. Une deuxième étape consiste à l'approximation de ces lignes en un ensemble de vecteurs pour avoir à la fin, comme vous pouvez le voir, l'image vectorisée. Donc, on va voir maintenant les différentes méthodes de vectorisation qu'on a pu identifier dans la littérature. Donc, on a classé ces méthodes selon la première étape, c'est-à-dire l'étape qui consiste à retrouver les lignes dans l'image. Donc, selon cette étape, nous avons pu identifier 4 catégories. Donc, le suivi de traits, calcul de squelette, sous-échantillonnage et la projection dans un espace paramétrique. Donc, pour la première catégorie, le suivi de traits, il existe 2 méthodes. Donc, soit à l'intérieur de la forme, ce qu'on appelle le balayage de lignes ou le parcours de forme, soit à l'extérieur de la forme, ce qu'on appelle le suivi de contour. Deuxième catégorie, le calcul du squelette, soit par un mincissement successif, qui consiste, c'est-à-dire
c'est-à-dire à réduire la largeur des lignes itérativement jusqu'à avoir une largeur de 1 pixel déni. Et la deuxième catégorie, c'est la transformée de distance. Troisième catégorie, le sous-échantillonnage. Donc cette méthode consiste à découper l'image en un ensemble de petits blocs de formes différentes, ils peuvent être carrés, losanges, lignes, et après d'identifier les vecteurs à partir d'un ensemble de règles structurelles. Quatrième catégorie, il s'agit de la projection dans un espace paramétrique. Nous avons comme exemple la méthode de la transformée de Haff, qui consiste à projeter l'image dans l'espace de paramètres de la forme qu'on souhaite identifier. Dans ce cas, comme illustre l'image, il s'agit de projeter l'image dans l'espace de paramètres de l'équation polaire d'une droite pour la détection des droites. Donc nous avons testé deux outils qui appartiennent à la première catégorie de méthodes, c'est-à-dire le suivi de traits, QGAR et Vectograph. Donc QGAR il a été réalisé au sein du laboratoire Lauria. C'est un système conçu pour la réalisation d'applications d'analyse de documents. Vectograph c'est un outil de vectorisation également qui a été réalisé par Jean-Yves Ramel. Donc ces deux outils utilisent des méthodes différentes à chaque étape. Pour la détection de contours, QGAR utilise un opérateur morphologique, tandis que Vectograph utilise la méthode de suivi de contours qu'on a présentée. Après, dans QGAR, il effectue la phase d'approximation polygonale en utilisant la méthode de Rossin-West. Vectograph utilise par contre la méthode de Hall. Donc ces deux méthodes sont différentes. En fait, les méthodes de Rossin-West calculent les segments, déterminent les segments itérativement par un calcul de la surface algébrique entre la courbe et le segment à déterminer. La méthode de Hall, voilà, donc je m'excuse. Donc nous allons présenter les résultats de ces deux outils sur nos images. Donc comme vous pouvez le voir, Vectograph n'a pas réussi à conserver l'ensemble des lignes présentes dans l'image, contrairement à QGAR. Mais par contre avec QGAR, si on fait, donc ici je vous présente l'image sur laquelle on a pu tester ces deux outils. Donc par rapport à l'image originale, vous pouvez voir que Vectograph il a perdu la quasi-totalité des lignes, tandis que QGAR il a une représentation plus fidèle. Mais par contre avec QGAR, nous avons donc il a tendance à c'est-à-dire découper les lignes plus que l'on faut. Donc la ligne elle est découpée en plusieurs segments de petite taille, et donc ça va compliquer la phase de reconnaissance d'éléments graphiques. Donc je vais passer à présenter notre approche. Donc avant de décider quels sont les traitements employés, je vais décrire, c'est-à-dire la structure des documents, des images de documents, des plans que nous avons étudiés. Donc voici une image exemple. Sur cette image, on peut identifier différents éléments graphiques. Nous avons les polygones, tout ce qui est rouge, des polygones rouges, ils représentent les bâtiments. Les traits noirs, ils représentent les faîtages et les arrêtiers. Les polygones noirs, ils représentent les délimitations de parterre. Les points noirs représentent les arbres. Et donc on remarque que ces éléments-là sont codés par leur couleur. Ils ont un code couleur. Et en fait, une autre remarque, c'est que l'image est construite principalement par des lignes. Et donc nous avons opté pour la transformée de Haff, car elle nous aide à détecter directement les lignes. Par contre, c'est-à-dire appliquer la transformée de Haff directement, elle va compliquer la phase de reconnaissance des éléments. Une fois l'image vectorisée, on ne pourra plus distinguer entre un polygone de délimitation de parterre et un polygone, par exemple, de bâtiment.
Donc, nous avons pensé à exploiter les propriétés colorimétriques des éléments graphiques présents dans l'image, et nous avons pensé à les séparer à travers une segmentation couleur, et puis, c'est-à-dire vectoriser chaque couche séparément. Une autre remarque, donc, puisque nos traitements ils seront concentrés sur la partie graphique, nous avons pensé qu'il serait nécessaire de se débarrasser de la couche textuelle, d'où nous avons employé comme pré-traitement la séparation entre la couche texte et graphique. Donc, et cette étape, elle nécessite un pré-traitement primordial qui est le pré-traitement qui est la binarisation. Et comme tout pré-traitement, le premier pré-traitement qu'on a employé, l'ajustement de contraste, parce que nous avons remarqué que l'ensemble de nos images, ils ont une qualité de couleur assez dégradée à cause d'un faible contraste. Donc voici la chaîne de traitement qu'on a employée. Donc nous allons commencer par l'ajustement de contraste. Donc comme je viens de l'expliquer, l'ensemble de nos images représente un faible contraste. Il est illustré par un histogramme qui est étroit et rétréci et qui est localisé au milieu de l'intervalle des valeurs. Là, on peut voir pour cette image les histogrammes des différentes composantes, des trois composantes rouge, vert, bleu dans l'espace RGB. Donc, un étirement de cet histogramme consiste à étaler l'histogramme, l'étirer sur tout l'intervalle des valeurs. Donc, nous avons appliqué cette technique, l'étirement d'histogramme dans deux espaces, c'est-à-dire dans l'espace RGB suivi de l'espace HSV. Donc, pourquoi? Parce que dans l'espace RGB, nous remarquons bien que l'image est bien illuminée. Donc, elle est plus illuminée que l'image originale, tandis que grâce à l'espace HSV, là on a tiré l'histogramme dans les composantes saturation et luminance, SCV. Les lignes rouges et noires, elles sont plus prononcées dans cette image que l'image d'à côté. Donc nous allons passer à l'étape de binarisation. Donc pour cette étape, nous avons appliqué une méthode de binarisation locale qui consiste, c'est-à-dire le seuil il est calculé localement dans un voisinage donné. Cette méthode, c'est la méthode de Ziong. Elle consiste en 4 étapes. Donc, appliquer un filtre moyenneur d'un voisinage donné à l'image originale, puis soustraire l'image originale de l'image filtrée, soustraire une constante qui est déterminée de façon empirique de l'image différence, puis inverser l'image seuillée. Donc les résultats de cette méthode, elle nous a donné de bons résultats malgré le bruit présent dans l'image. Cette méthode nous a donné une bonne segmentation au niveau des zones auprès du texte et aux alentours des contours. Nous avons pensé que grâce à la binarisation de cette méthode, nous allons faciliter la phase de séparation des couches textuelles et graphiques. Troisième étape, la séparation entre le texte et le graphique. Donc pour cette étape, nous avons utilisé la méthode de Tendre-Hall. Donc cette méthode, elle appartient à la famille de méthodes qui utilisent l'approche d'analyse de composantes connexes. Donc la séparation entre les couches textuelles graphiques, elle est basée sur le calcul de 2 seuils. En fait, la méthode, elle emploie 4 seuils, mais nous nous sommes intéressés qu'aux 2 seuils. Ces 2 seuils qui agissent sur la séparation de ces 2 couches. Le premier seuil, c'est l'aire de composantes connexes. Le deuxième seuil, c'est l'élongation maximale des boîtes englobantes des composantes connexes. Donc, le résultat de cette méthode, on l'avait appliqué sur l'image binarisée, lors de l'application de l'image binarisée avec la méthode Ziong. Là, on remarque que la séparation, elle n'est pas tout à fait parfaite. Et ça s'explique par la taille des caractères du
texte, parce que c'est du texte manuscrit, donc la taille du texte elle est variable, le style aussi il est variable, donc il a compliqué la phase de séparation, ainsi que la présence de quelques caractères car il touche aux lignes, donc ce qui a rendu la phase de séparation de ces caractères de la couche graphique assez compliquée. Donc la prochaine étape, nous allons passer à la segmentation de couleurs. Donc ici, à cette étape-là, après avoir séparé la couche textuelle de la couche graphique, au niveau de la couche graphique, nous avons exactement deux couleurs. Donc couleur noire et couleur rouge. Et donc nous allons séparer ces deux couleurs. Donc nous avons opté pour la segmentation par classification pixelaire et nous avons testé deux familles de méthodes. Méthode segmentation par classification supervisée et segmentation par classification non supervisée. Nous allons commencer par la classification supervisée. Là, je vous montre un exemple de méthode qu'on a testé, parce que nous avons testé plusieurs méthodes. Donc la classification suivant cette méthode consiste à classifier les pixels suivant la composante H, la teinte dans l'espace HSV. Et l'intérêt de cette méthode, c'est que la sélection de la couleur rouge dans l'espace HSV elle est assez simple, du fait que le rouge il est localisé entre à peu près le degré 0 degré et le 20 degrés, 20 à 25 degrés, et entre 340 à 360 degrés. Donc j'ai établi des intervalles de ces valeurs et j'ai essayé l'image à partir de ces intervalles. Là, on remarque que la classification n'est pas tout à fait correcte. Donc, on remarque la présence de quelques pixels rouges de ce trait-là dans la couche noire et inversement. Donc, quelques pixels noirs de ces polygones-là dans la couche rouge. Pour la classification, nous allons passer à la classification non supervisée. Donc, ici, nous avons employé l'algorithme des cas moyennes dans trois espaces différents. Dans l'espace RGB, HSV et LAB, donc avec trois métriques différentes. Donc, dans le RGB et HSV, nous avons employé la distance euclidienne, dans l'espace LAB, la distance cosine. Donc les résultats de ces méthodes, dans l'espace, donc ici, nous sommes partis sur un K égale 3, donc le rouge et le noir avec le blanc qui est le fond. Donc là, le problème du nombre de clusters, il est résolu dans notre cas. Donc les résultats de ces méthodes. Donc ici, je ne vous ai pas montré le troisième cluster parce qu'il est quasiment blanc. Donc rien à... Mais par contre, entre les deux clusters noir et rouge, toujours le problème de classification des pixels, la présence des pixels dans les deux couches. Donc d'une couche dans la couche correspondante, donc du noir dans le rouge et du rouge dans le noir. Donc dans la classification dans l'espace HSV, donc les résultats ils sont pareils, donc toujours avec les problèmes de classification. Là aussi nous sommes partis sur le nombre de clusters égal à 3. Dans l'espace LAB également, le même problème. Donc, comme vous pouvez le voir, le même problème de classification des pixels entre les deux couches. Donc, ce problème de classification des pixels est dû au problème de variation des couleurs. Donc, ici, comme vous pouvez le voir, donc réellement, ce que nous pouvons le voir comme un trait noir qui est censé être noir. Donc si on fait le zoom, donc on s'aperçoit qu'il s'agit, les pixels ils sont de couleurs variables, donc ce qui explique les erreurs obtenues lors de la classification de ces pixels. La dernière étape, donc la détection des lignes par la transfondée de Haff. Donc, nous avons développé deux étapes, la projection de Haff en elle-même, donc pour la détection des lignes. Il s'agit de calculer pour chaque pixel, chaque vecteur de coordonnées du pixel noir, donc le rayon R pour toutes les valeurs de θ, et de voir les droites auxquelles il participe ce pixel, auxquelles il vote, donc les droites auxquelles il appartient ce pixel. Et nous avons la matrice de l'accumulateur dans laquelle on stocke les pixels qui appartiennent à chaque droite
à chaque droite pour les différentes valeurs de paramètres θ et ρ. Donc, comme post-traitement, ce que moi personnellement j'ai suggéré, donc, il s'agit, après avoir c'est-à-dire défini la matrice accumulateur, après avoir les différents pixels qui votent, après avoir déterminé les pixels et les droites dans l'espace paramétrique de AF, de voir dans ces droites quelles sont les droites là où il y a les pixels, ils sont adjacents. Donc une vraie droite qui est présente dans l'image, elle doit y avoir les pixels de cette droite, ils doivent être adjacents selon des règles d'adjacence. Donc nous avons déterminé comme seuil de distance euclidienne racine de 5, parce que donc, nous avons considéré les pixels dont la distance est de racine de 5, comme le montrent ces deux images, adjacents. Donc ça c'est la distance maximale permise. Et les autres cas d'adjacence, bien sûr, adjacence verticale, horizontale et en diagonale. Donc je vais vous présenter une évaluation avec quelques résultats. Là, je vais commencer par une évaluation paramétrique des pré-traitements qu'on a employés. Donc il s'agit en fait de déterminer les valeurs optimales que nous avons pu trouver sur l'ensemble de nos images pour chaque étape. Donc pour la binarisation, pour la méthode de Zion, donc le voisinage optimal il est de taille 11 et la constante C est de valeur 0,05, 5%. Et pour l'étape séparation entre le texte et le graphique, la méthode de Tendre et Haute. Donc le premier seuil, nous l'avons fixé à 15, le deuxième à 5. Pour la segmentation couleur, les valeurs que nous avons pu déterminer pour la classification supervisée selon, c'est-à-dire la composante H dans l'espace HSV que je vous ai présenté. Donc c'est les intervalles optimales selon la chrominance, donc la table, serait entre 0 degré et 25 degrés et 340 et 360 degrés. Donc, premier résultat que nous avons obtenu, ici à partir de l'image originale, donc ici il s'agit de deux cas différents. Donc ici nous avons vectorisé l'image par le transformé de AF à partir de la couche graphique obtenue. Donc ici nous remarquons la présence de lignes parasites. Par contre, donc, nous avons pensé alors à appliquer une squelettisation, une étape de squelettisation pour réduire ces lignes parasites. Et effectivement, là on remarque que ces lignes-là, elles ont considérablement diminué. Par contre, nous avons perdu quelques lignes, comme vous pouvez le voir, par rapport à ces deux lignes. Donc ils sont bien présents dans ce cas, mais nous les avons perdus à cause de la squelettisation. Donc, conclusion et perspective. Nous avons mis en place une chaîne de traitement pour la vectorisation des images de documents préparatoires à la réalisation du plan relief de Verdun. La vectorisation par la transformée de AF nous a permis de détecter les lignes en une seule étape. Les pré-traitements employés nous facilitent la phase de reconnaissance des éléments graphiques. La taille des caractères du texte manuscrit a rendu difficile la séparation des couches texte et graphique. La variation des couleurs des pixels a compliqué leur classification à la segmentation couleur. Donc, comme perspective, jusqu'à maintenant, nous avons évalué nos résultats qualitativement. Donc, une évaluation quantitative des résultats serait plus intéressante, notamment pour l'étape de la segmentation en couleur, parce que nous n'avons pas pu décider quelle méthode employer. Une autre perspective serait d'étudier le problème de variation des couleurs. Et nous comptons en fait améliorer notre méthode de détection des lignes et pour passer par la suite à la détection de quelques éléments graphiques, notamment des polygones qui sont présents dans les images. Donc, je vous remercie pour votre attention. Donc ici, j'ai créé un site en fait, dans lequel j'ai commencé à mettre le travail que j'ai réalisé.
la QR code, vous pouvez télécharger directement le rapport de mon stage. Donc merci pour votre attention et merci.